Bonjour, ravi, excité, enthousiaste de vous retrouver pour ce qui va être un nouveau rendez-vous Dr Good, l'hebdo. C'est quoi ce nouveau rendez-vous? C'est une façon de vous parler santé, mais santé positive. On va tout faire toutes les semaines, puisque ça s'appelle l'hebdo, oui je sais, c'est assez original. On va tout faire toutes les semaines pour vous apporter du bien-être, des conseils pratiques, tout faire pour que vous vous sentiez bien ou que vous vous sentiez mieux. On a traversé une période un petit peu délicate. Vous êtes peut-être, comme pas mal de gens, un peu mezzo, un peu entre deux eaux. On n'est pas vraiment très bien, on n'est pas vraiment très mal, on est moyen. Eh ben, on va vous aider à passer ce cap. Et puis, toutes les semaines, on va parler, grâce à la team, vous en avez vu quelques visages sur le générique, notre team Dr Good, on va essayer de vous aider dans différents domaines de la santé à vous sentir mieux avec des conseils très concrets et surtout sans langue de bois. Quand nous aurons des trucs à dire, eh bien, on le dira. Et je dis nous parce que, bien évidemment, je ne suis pas seul aujourd'hui sur ce plateau. Je vais commencer par mon voisin de droite, un jeune médecin, enfin de droite, c'est pas les opinions, c'est parce que tu es assis à côté de moi. Voilà, c'est le docteur Mouche. Alors, tu t'appelles Pierre. Exactement. Tu es très présent sur les réseaux. Tout à fait. Ton nom s'écrit MUS. Tout à fait. Et Ouais. moi, j'étais prêt à t'appeler Docteur Mus. Ouais. Et non, pas du tout. Beaucoup le font, Ouais. mais à juste titre, c'est parce qu'en français, tu as envie de le dire comme ça. Mais il y a une particularité, c'est que le mouche, en fait, c'est un jeu de poker basque. Et c'est de là d'où vient le nom mouche, en fait. Parce que moi, j'ai des amis basques. Alors, je suis pas basque, mais j'ai des amis basques. Tu joues au poker ou pas parce que c'est... Ouais, je joue aux mouches très régulièrement. Si tu veux, on se fera une petite partie. D'accord. Si vous jouez de l'argent, ça Ouais. C'est sympa. Je ne Ouais. jouerai pas, non. En tout cas, ce qui est important, et tu n'es pas là pour le poker, tu n'es pas là parce que tu es un jeune interne dont l'humour et les coups de gueule font le bonheur des réseaux sociaux. Comme moi, je suis un peu de la vieille génération. Non, alors là, tu ne dois pas dire. Ouais. Ah là, non, c'est tout à fait. Si tu veux, voilà. Non, parce que jeunesse. si tu veux, on t'a choisi parce que tu étais sympathique. Si tu commences à confirmer que j'ai fait mes études au 18e, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est important d'avoir le sentiment d'un jeune médecin. Tu es en deuxième année d'internat. C'est ça, tout à fait. Autrement dit, pour ceux qui ne savent pas, il y a 6 ans, 7 ans d'études de médecine, tu as encore 2 ans. Tu veux faire quoi comme spécialité? Moi, je serais médecin généraliste. Médecin généraliste, donc tu as encore 2 ans d'internat pour pouvoir être médecin. Et tu vas venir nous apporter le côté un peu moderne, justement, de la médecine. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de... Aujourd'hui, je vais vous parler justement de mon stage en gériatrie qui s'est passé en pleine période de Covid. Donc, une période un peu difficile, un peu compliquée. On en a beaucoup parlé. Zach. Alors, c'est Zachadi. Zachadi, c'est assez drôle comme jeu de mots. Zach, toi, tu es présent sur les réseaux aussi. Beaucoup, avec beaucoup de succès. Oui, plein d'activités, plein de loisirs créatifs, plein de bien-être, disons, plutôt. Et là, tu vas être notre œil sur le net. Je passe de Zachadi à Zachalu, pour vous. Pour essayer de voir un peu ce qu'on dit sur les différentes thématiques, notamment sur la thématique du jour. Décrypter les internets. Voilà, et voir les fakes, voir les infos intéressantes, tout ce qui se raconte, les idées reçues. Tout le temps, tu seras avec nous pour ça. Nous avons aussi Emmanuel Horn. Alors, Emmanuel Horn, c'est notre... Bonjour Emmanuel. Alors, comment je te présente? Tu es notre coach de vie. C'est beau, on dirait presque une secte. Eh oui. Non, même pas. Mais... C'est vrai, tu es une secte à toi toute seule, en fait. Moi toute seule, oui. Voilà. Donc, toi, tu coaches. Je coach, oui. Voilà. Tu essayes de nous apporter quoi? Aussi bien sur les sujets de notre vie personnelle ou de notre vie professionnelle. Et aujourd'hui? Et alors, aujourd'hui, je serai sur un vilain défaut, qui est le fait de nous juger les uns les autres. D'accord, de mettre des étiquettes sur les gens avant même de les connaître, pratiquement. Et nous avons notre veto, Hélène. Bonjour, Hélène. Salut, alors, Hélène, c'est notre vétérinaire qui va nous parler des chiens, des chats, de tous les animaux qu'on peut avoir. Alors, on peut s'étonner peut-être dans une émission santé humaine d'avoir quelqu'un qui s'occupe de la santé animale, mais il y a un concept qui est aujourd'hui très, très mis en avant, c'est le concept One Health. Pour ceux qui ne parlent pas, voilà, une
une ça. seule santé pour ceux qui ne parlent pas anglais comme moi. Donc c'est parce que la santé animale et la santé humaine sont finalement très proches et complices. Étroitement liés, et puis d'autant que les animaux, ils vivent avec nous dans notre quotidien, c'est important de les garder en bonne santé, ils nous font du bien aussi, donc en ça, on fera des passerelles. Et on peut disserter un peu sur mon nom de famille ou pas? Parce que Gâteau? Oui, Gâteau, quand Oui, même. ça vient d'où d'ailleurs, tu sais pourquoi? Gâteau, non mais parce que Gâteau, on peut se dire Gâteau, G-A-T-O, ça serait le chat. On dit tout de suite, tu vois, il y a un petit parallèle. Émission Mais, culturelle, intellectuelle. Non. Oui. Mais en l'occurrence, non, Gâteau, je suis un peu la cerise. C'est la... Oh, non, mais je vous dis, il va y avoir une ambiance. Franchement, vous n'avez Non, mais on a jamais... une mouche. Ouais. Voilà, pourquoi que mouche? Il y a mouche, il y a gâteau, il y a la cerise, il y a tout. Ça va être super. Michel. Oui. Ah oui, on a oublié Colonel. Colonel, le chien d'Hélène, elle ne se sépare jamais de Colonel. Alors, il sera avec nous sur le plateau à chaque fois qu'Hélène sera là. Il en a absolument rien à foutre de ce que je suis en train de dire. Mais en même temps, voilà, ce sera notre... Parfois, il se réveille parfois, oui. C'est une Oui, peluche. oui, mais tout à l'heure, pendant que vous étiez en train de parler, il était en train de gratter le canapé. Il grattait Zach. Il grattait Zach. Qu'est-ce que fait ce chien? On pourra le décrypter un jour. Comportement chez le chien. Enfin, on va en parler de Colonel, il sera présent. Et puis Pierre Jouffroy, bonjour. Docteur Pierre Geoffroy, pardon, j'ai dit Jouffroy? Ouais, bon, c'est Geoffroy, c'est pas grave. Vous êtes psychiatre et médecin du sommeil à la PHP de Paris. On dit somnologue pour simplifier ou pas? On peut dire somnologue ou médecin du sommeil. Les Donc deux, médecin, c'est bien. Ouais. médecin du sommeil, et on va en parler aujourd'hui, parce que ça occupe quand même un tiers de notre vie, cette histoire. Il y a tellement de gens qui ont des troubles du sommeil. Parmi vous quatre, là, vous dormez bien? Non, moi, c'est gros sommeil dégueulasse. On Gros peut le sommeil dégueulasse. Ouais. Moi, je dors bien, ouais. Ça dépend ce que j'ai pris le soir. dire. Attends, ça veut dire quoi? Ouais. Non, mais D'accord. Tu sais quoi? Tu gardes et puis on y reviendra tout à l'heure quand ça ira mieux, Zach. Ça dépend des périodes, je pense. Ouais. Vraiment. Très bien. Alors, Pierre Geoffroy, d'abord, les gens qui ont des troubles du sommeil, par exemple comme Pierre, qui est jeune pourtant, ça doit être Je suis interne. Donc. Oui, c'est le stress de l'internat. Mm. Est-ce qu'on est condamné à avoir des problèmes de sommeil toute sa vie, même si on arrive à passer par des périodes où ça va mieux? Alors non, il y a quand même une bonne partie des gens qui effectivement ont des troubles du sommeil sur des phases très précises de leur vie. Effectivement, on parle de l'internat là, mais donc il y a des phases de stress qui peuvent perturber ce sommeil. Et puis on sait que ces troubles du sommeil, que ce soit l'insomnie ou l'hypersomnie, c'est souvent ce qu'on appelle épisodique, c'est-à-dire que ça va venir et ça va repartir. Malheureusement, certains de ces troubles vont devenir chroniques, et là, c'est souvent après plusieurs années de troubles qu'on va aller voir un spécialiste du sommeil, parce qu'il y a quand même pas mal d'attentes, hélas. Et puis là, il y a différents traitements possibles, mais je pense qu'on y reviendra. Bien évidemment. On va y revenir en détail. Alors, on va poser une question piège, vous allez voir. Des coquins. On va poser une question piège à nos invités à chaque fois, dans le style fais ce que je dis, pas ce que je fais. D'accord? Et Pierre est très inquiet. Il est très inquiet, il se demande ce qu'on va sortir. Vous avez déclaré, Pierre, que le lit devait servir uniquement à dormir et à avoir des rapports sexuels. Absolument. Suivez-vous vos propres conseils, Pierre? Merci Pierre pour cette réponse sincère et franche. Ça me vient dans l'ambiance. Ah, Si ma famille me regarde, je pense qu'automatiquement... Très bien, voilà. j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, on a aussi un petit bloc-notes de la semaine. On va commencer bien sûr avec les chroniques, mais d'abord, je vais vous faire un petit quiz. Pour se mettre en forme. Vous allez me dire quelle est la durée moyenne de sommeil des Français par nuit, hein, bien évidemment. Est-ce que c'est plus de 7 heures ou moins de 7 heures? Toi, tu ne réponds pas parce que tu as la réponse. Tu vas nous la donner tout à l'heure. Moins de 7 heures. Moins de 7 heures. Oui, moi aussi. Moins de 7 heures. Oui, moi. Moins de 7 heures. On verra ça tout à l'heure, ce qui me prouve que c'est trop facile comme question. Et on aura beaucoup plus délicate après. Alors, monsieur Mouche, tu vas parler de ton stage d'interne, non pas pour nous dire que ça t'a plu ou que ça t'a pas plu, parce que je suis pas sûr que ça intéresse tout le monde, mais c'était un stage en gériatrie, autrement dit dans un service où il y a des personnes âgées, Tout à et fait. ça s'est déroulé en pleine épidémie de Covid. Ouais, effectivement. Donc, effectivement, moi, j'étais interne en gériatrie, donc en pleine période Covid. C'est arrivé dans un contexte un petit peu particulier, hein, finalement, où en gériatrie, on est quand même avec des personnes assez fragiles et potentiellement isolées. Donc, ça a été assez difficile à gérer à ce niveau-là. On a eu
une phase du coup assez bizarre en fait où on s'est retrouvé avec un service qui était assez animé parce que finalement la gériatrie il y a beaucoup de familles qui viennent voir leurs proches, donc beaucoup de familles qui sont aussi justement qui se servent un petit peu de cette hospitalisation pour aller voir leurs proches comment ils vont. Un service qui a fini par être totalement désert du coup à cause du Covid et du confinement, donc ça a été assez compliqué, d'autant plus qu'après on le sait, les hôpitaux ont carrément fermé la possibilité aux familles d'aller visiter leurs proches. Et ça a été compliqué de le faire admettre non seulement aux patients, mais aux familles. On a beaucoup entendu parler de ces familles qui se plaignaient justement de ne pas pouvoir aller voir un proche. Déjà, les gens sont un peu perdus, parfois en service de gériatrie, ils sont hors de chez eux, dans un autre contexte que le contexte familial. Ils ont encore plus besoin que les autres d'avoir un contact avec leur famille, et là, on les privait de tout. Exactement, et ce qui a été un peu compliqué. Alors, au début, quand même, on a eu beaucoup de familles qui, même s'ils ne comprenaient pas forcément, se sont assez reculés, assez mis en confinement et donc ont bien respecté ça. Mais très rapidement, on a eu des appels de familles qui ne comprenaient pas en fait, parce qu'on ne savait pas beaucoup sur le virus. D'ailleurs, on a toujours beaucoup de questions qui sont sans réponse par rapport au virus. Donc on avait beaucoup d'appels de familles qui finissaient par nous dire « mais je ne comprends pas, docteur, j'ai pas de symptômes, je ne suis pas malade, pourquoi est-ce que je ne peux pas aller voir mon grand-père en hospitalisation, parce que j'ai rien du tout ?» Nous, là-dessus, ça a été un peu compliqué de faire comprendre que c'était un virus dont on n'avait pas beaucoup de notions. Donc on préférait faire de la prévention et justement fermer ça et éviter la possibilité d'avoir des passages. Et l'avenir nous montrera avec les études que ce virus, il peut montrer une symptomatologie aussi diverse que pas du tout de symptômes. Ouais, on a bien fait de faire ça. Ça nous montrera vraiment qu'on a eu un impact vraiment important là-dessus. Sur la contamination. Voilà, alors, qu'est-ce que tu as pu faire quand même, enfin toi et tous ceux qui étaient dans ton service, en tant que soignant justement, pour compenser ce manque de relation avec la famille? On s'est démerdé. Très franchement, on s'est démerdé, un peu comme d'habitude au final. On fait comme on peut, quoi. Et là-dessus, on a essayé vraiment d'être beaucoup plus présent, auprès de nos patients, ce qui n'est pas toujours évident, étant donné que, je pense que vous le savez tous, à l'hôpital, on a un gros manque de moyens, et notamment un manque de moyens de personnel. Quand on a une infirmière, une aide-soignante, un médecin pour 15 patients, c'est difficile d'être toujours auprès des patients. Donc ça a été quelque chose d'assez compliqué. Et finalement, on arrivait quand même à mettre en place certaines choses. Au milieu du confinement, on a réussi déjà à mettre en place des visites pour les personnes qui avaient un pronostic vital qui était assez engagé. Donc avec l'avis de l'infectiologue, bien sûr, les mesures barrières, un seul membre de la famille qui y vient. Et donc on a pu mettre ça en place. Quand tu parles de pronostic vital, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en fin de vie, bien sûr, dans les services de gériatrie. Palliative, on appelle ça. Et il faut que la famille puisse leur dire adieu. Au revoir. Et un au revoir. Un dernier au revoir important, parce que quand on n'a que des contacts téléphoniques, c'est quand même pas le meilleur moyen de dire au revoir. Et ça, vous avez réussi quand même à organiser un peu? On a essayé de le faire le plus possible. Ouais. Et toi, quand tu dis que tu passais aussi plus de temps avec les patients, tu arrivais justement à aller, je ne sais pas, taper peut-être une petite discute avec certains d'entre eux. C'est exactement ça. En fait, nous, dans le service, on fait toujours visite contre visite, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'on est là le matin, on fait la visite entière le matin et on fait une visite l'après-midi. Mais moi, carrément, même en période du repas, par exemple, avant de revenir dans mon bureau, j'allais dans le service et j'allais voir si tous mes patients allaient bien. Enfin, je rajoutais des petites étapes comme ça. Et même le soir, avant de partir, j'y retournais. Enfin, on n'a pas trop compté nos heures dans cette période-là. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a mis ça en place. Bon, s'il y a une deuxième vague, on l'espère pas, mais enfin, s'il y a une deuxième vague, on sera préparé. Voilà, on espère en tout cas qu'on a mis en place beaucoup plus de choses, donc ça c'est plutôt bien. Maintenant, il y a toujours beaucoup de promesses de nos politiques. Je ne ferai pas de pari là-dessus parce que ça fait des années qu'on entend qu'il y aura des nouveaux moyens mis en place. Mais en tout cas, avec les mesures qu'on a mises, on est en bonne voie, j'espère. Bon, merci pour ton témoignage, Pierre. Rien à voir avec le Covid, mais on sait que plus on vieillit, on reste un peu dans le domaine de la gériatrie, plus on vieillit, moins on a besoin de temps de sommeil. Est-ce que la qualité du sommeil et la durée du sommeil quand on est senior est bonne quand même, suffisante? Alors souvent, elle se dégrade parce que, en fait, malheureusement, il y a beaucoup de temps passé au lit, parce que les gens se mobilisent moins, il y a moins de synchronisateurs un peu de ces rythmes veille-sommeil. Donc ça, c'est un premier problème. Et puis quand on passe 14 heures, 16 heures au lit, parce qu'on peut moins se mobiliser, parce qu'on regarde la télé, parce qu'on fait autre chose, on s'aperçoit que le sommeil, finalement, est beaucoup plus superficiel, beaucoup moins de bonne qualité. Et souvent, les personnes sont dans un état, on parle aussi un peu d'ivresse de sommeil, donc c'est une espèce d'état entre les deux, finalement, entre un état de veille et un état de sommeil. Donc c'est souvent un sommeil de moins bonne qualité, malheureusement, chez les personnes âgées. Mais souvent, le besoin de sommeil est finalement le même. Ah, le besoin est le même, parce qu'on a l'impression qu'on a moins besoin de sommeil en vieillissant. Non, le besoin est le même. Ouais. Bon.
Emmanuel, alors j'ai dit tout à l'heure que tu étais coach de vie. On ne va pas parler de promesses, on va parler des étiquettes qu'on nous colle sur le dos. Oui. Et c'est vrai que même quand on n'en est pas conscient, dès qu'on voit quelqu'un, on va... Alors là, on va parler de choses un peu plus profondes, mais dès qu'on voit quelqu'un, on a l'impression qu'on lui colle une étiquette. Rien que physiquement, avant même qu'il vous dise bonjour, on se dit, tiens, celui-là est sympa ou il m'est pas sympathique. Alors, Oui, c'est un réflexe, c'est une réaction très épidermique, très, très rapide. et durant le confinement, Et c'était alors, durant le confinement, c'est devenu un sport national. Se juger les uns les autres. Alors, tout le monde y est passé, les spécialistes, les scientifiques, les médecins, voilà, tout le monde y est passé. Et du coup, c'est vrai que moi, ça m'a rappelé une expérience que j'ai vécue, une activité de groupe qui s'appelle le jeu des étiquettes, qui m'avait fait beaucoup, beaucoup réfléchir sur le jugement. Donc pour que vous imaginiez la scène, on était une dizaine de personnes réunies dans une salle et l'animateur nous a distribué à tous une étiquette avec une inscription qu'on portait comme ça sur nos fronts. Et puis, en fait, on avait pour consigne de ne pas révéler, de ne pas regarder ce qui était inscrit sur notre front, et puis de ne pas révéler aux autres l'étiquette qu'ils avaient sur leur front. faut tirer un peu sur le col, Emmanuel, parce qu'on me signale qu'il y a un problème de son. Voilà. Voilà. T'as qu'à tenir ton Je vais col, tenir ça va être très le naturel. Très bien. Alors oui. Voilà. Et donc. Et du coup, donc l'animateur en fait nous a donné pour mission de déplacer les meubles dans la salle, et on devait interagir les uns avec les autres en fonction de l'étiquette. Donc, il y en avait un qui avait l'étiquette leader, un autre l'étiquette gentil, un autre l'étiquette râleur. T'avais quoi, toi? Alors, je vais y venir. Je suis en train de spoiler. Je maintiens le suspense encore et un petit Et le peu. résultat de l'exercice a été quoi, alors? Eh bien, en fait, tout le monde a suivi les consignes du leader. Et donc, il a partagé qu'il s'était senti de plus en plus confiant et charismatique au fil de l'expérience. Et puis, moi, j'avais l'étiquette paresseuse, Michel. Et donc, j'ai pas arrêté de me faire houspiller comme si j'en faisais jamais assez tout au long de l'expérience. Et du coup, je me suis sentie vraiment de plus en plus découragée au fur et à mesure. Et je pense que si l'expérience avait continué plus longtemps, j'aurais même eu envie de laisser tomber et d'arrêter. Et ça veut dire que on t'a mis une étiquette qui ne correspondait pas du tout à ta personnalité sur Oui, ton c'était front. au hasard. Et le simple fait de voir les autres réagir par rapport à ce sentiment d'être paresseux, ce que tu l'as compris assez vite, a fini par te persuader toi-même que tu l'étais? En tout cas, me décourager et donc me donner envie d'arrêter et donc potentiellement renforcer le jugement de paresseux qu'on m'avait déjà collé sur le front. Donc on voit à quel point, quand on se fait coller une étiquette négative ou un stéréotype, ce genre de choses, On finit par être influencé soi-même. Ouais, ça influence négativement la personne. Et comme le jugement, on le fait tous, les uns sur les autres, beaucoup, mais en fait, on se tire tous vers le bas avec cette culture du jugement qui est la nôtre et qui est particulièrement forte en France. Donc, il ne faudrait pas le faire, mais comment tu vas rompre avec ces vieilles habitudes qu'on a tous de juger les gens comme ça? Alors, il y a un réflexe naturel qu'il faut garder, qui est le réflexe d'évaluer l'autre, parce que ça, c'est une compétence de discernement qui est bien utile, même dans nos jungles modernes. Hein. Alors, c'est quoi la différence entre juger et évaluer alors? Voilà. Exactement. La différence, c'est évaluer, ok, basculer dans le jugement, non. Donc, par exemple, j'ai un collaborateur, il a un souci de performance au travail, je vais faire le constat de ça, mais je bascule dans le jugement si je me dis et je raconte à tout le monde que c'est un vrai bras cassé, ce collaborateur. Okay. Donc, quand je porte une conclusion vraiment négative, globale sur la personne. Alors, justement, comment on fait? Parce que déjà, il faut être sûr de ce qu'on est soi-même, déjà par rapport à ce que tu disais sur l'expérience tout à l'heure. Si moi, on considère que je vois que dans les yeux des autres, je suis paresseux, alors que je sais que je ne le suis pas, ça s'appelle estime de soi, ça, finalement. Exactement. C'est la première chose. Et le fait de travailler à avoir une bonne estime de soi, ça va être vraiment la clé fondamentale pour moins se juger et moins juger les autres. Il y a une corrélation. Meilleure est notre estime de soi,
et moins on va en fait juger les autres. Parce que le jugement, c'est une façon de récupérer un peu un sentiment de valeur au détriment d'autrui, en se sentant supérieur. En fait. Donc ça, c'est la première chose. Et après, essayer de cultiver un regard bienveillant, donc d'avoir vraiment voir les qualités et les défauts chez les personnes, les deux. Donc on peut mettre des étiquettes positives sur les gens. Oui. Dans ces cas-là. Oui. On peut dire, voilà, je décrète que je te trouve extrêmement bienveillante et pour moi, j'espère que c'est le cas quand tu me regardes, non? Qu'est-ce que tu me mets comme étiquette, moi? Je te mets... Très bien. Alors, on continue donc avec Emmanuel. Ça n'a pas été très spontané. Hein, on est d'accord. Moi, je m'attendais à ce que... Très bien. Et si on a quelqu'un qui a un défaut, on peut lui dire ouvertement? Parce qu'on a le droit quand même peut-être pas de juger, mais de discerner tout ce que tu veux. Mais enfin, de trouver quelqu'un un défaut, on lui dit ou pas? Oui, c'est clair. Et puis, la personne peut avoir un problème de comportement, un trait de personnalité sur lequel elle a besoin de travailler. Donc là, le meilleur service qu'on puisse lui rendre, c'est d'oser aborder. Et ça s'apprend. Ça demande de l'affirmation, de l'empathie, des qualités de communication, mais ça s'apprend, on peut. Est-ce que vous m'autorisez une remarque hors sommeil? Hors sommeil? Oui. Bon, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez. J'ai trouvé ça hyper intéressant, et notamment Hélène, par rapport à votre question tout à l'heure, effectivement, ça rejoint un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire en fait, il y a dans les structures profondes du cerveau des trucs qui nous servent dans la jungle, etc., et qui nous donnent une valence finalement à ce qu'on est en train de vivre, des fois des valences extrêmes. Par exemple, si le plafond ici s'écroule, il faut qu'on puisse réagir en quelques millisecondes pour faire un pas de côté et échapper au plafond qui s'écroule. Mais on a, surtout chez l'humain, un cortex frontal, la partie supérieure du cerveau qui est très développée chez l'humain, plus que chez les autres espèces, qui nous permet finalement d'avoir des pensées, on appelle ça les processus cognitifs, pour transformer un peu cette étiquette qu'on a posée, cette valence qu'on a posée sur une personne, sur une situation d'abord. Et c'est tout un travail comme ça qu'on va pouvoir faire finalement pour modifier cette première étiquette qu'on a posée sur une personne. Donc ça se travaille, et puis j'imagine il y a plein de stratégies. Complètement d'accord, ça se travaille, mais ça se sait trop peu que ça se travaille. En fait. Et justement, c'est important de le dire. Et puisqu'on parle des animaux, c'est vrai qu'ils ont un cortex préfrontal moins développé que nous, parce qu'elle peut défendre aussi les singes. Hein. Ça dépend de quelles espèces on va parler, effectivement. Non, mais oui, ils ont un cortex préfrontal moins développé que le nôtre. Ce cortex préfrontal, qui se passe là, c'est quand même une particularité humaine. Oui, mais ce n'est pas pour autant qu'on va dire qu'ils sont moins intelligents que nous. Ils ont une intelligence qui est propre à leur espèce. Donc voilà, ça c'est important aussi de... J'ai compris qu'il ne fallait pas dire ça, et il ne faudra jamais dire ça. Genre, les vétérinaires, donc on le note. C'est pas la même intelligence. C'est pas la même intelligence. Voilà, ils ont une intelligence adaptative, une intelligence instinctive qui est sûrement aussi supérieure à la nôtre. Alors, comment on va parler? Ça se voit. Voilà. Comme on va parler sommeil, d'ailleurs, il est en train de pioncer, colonel. On va parler sommeil avec Pierre dans quelques instants. Et on va parler sommeil des animaux, parce que tous ceux qui ont des animaux, enfin, même ceux qui n'en ont pas, il suffit de les observer, on a l'impression qu'ils dorment que d'un œil. C'est-à-dire que colonel, là, à tout moment, en un dixième de seconde, il est capable de se réveiller, alors que nous, il nous faut un peu plus de temps pour être en forme. Exactement. Mais alors, chez eux, il y a comme chez nous, le sommeil léger et le sommeil profond. Là, colonel, il est en train de dormir d'un sommeil léger. Effectivement, s'il y a le moindre stimulus qui vient l'interpeller, pouf, il se réveille et puis il est déjà au taquet tout de suite. En revanche, il va pouvoir passer dans un sommeil profond. Et ça, c'est le sommeil réparateur, le sommeil dans lequel il va rêver. Et on le voit chez les chiens ou même chez les chats, c'est quand ils vont avoir des mouvements du corps involontaires avec les yeux qui vont commencer à se fermer, à papillonner. Parfois, c'est la queue qui bat comme ça toute seule, ou les pattes qui s'agitent, voire même, parfois, j'ai déjà entendu colonel hurler en pleine nuit alors qu'il était en sommeil profond. Donc ça, c'est le sommeil profond. Et la différence avec nous, c'est que eux, ils ont des cycles sommeil léger, sommeil profond, très courts, qui s'enchaînent comme ça les uns et les autres. Et ça leur permet d'être donc plus souvent réveillés et plus souvent alertes au moindre stimulus. C'est aussi pour ça qu'ils ont besoin de beaucoup plus dormir que nous, parce que leur sommeil réparateur, le sommeil profond, eh bien, il est moins important, il est plus court. Ils ont des positions préférées, à part celle-là ? Alors ça, la position un peu en boule, c'est vraiment la position je me repose, voilà, mais là, il est alerte. Un chien, quand il va être en revanche complètement en décubitus latéral, sur le côté complètement avec les pattes détendues, tout son corps est détendu, c'est là où il va être plus dans le sommeil profond. Et puis ensuite, on a, quand le chien ou le chat, il est, voilà, tous les organes exposés, bien là, c'est qu'il est en pleine confiance avec vous et qu'il se sent bien dans son environnement. Alors, le chat, il vit plutôt, il dort plutôt la journée. Enfin, on a l'impression qu'il dort tout le temps, le chat. Le chat, ouais, un chat, ça dort 18-20 heures facile par jour. Et il se réveille le soir, au moment où nous, on se couche. Voilà. Alors, c'est pour ça que parfois, il y a des incompatibilités avec notre rythme de vie. Pas parfois, c'est souvent, oui. Nous, humains. Je confirme. On sent le chic potentiel, Michel. J'ai un chat et
te confirme. En général, les souris, ils les chassent la nuit. Ben, c'est ça. En fait, ça vient Et de après, on là. parlera des troubles du sommeil liés au fait d'être propriétaire d'un chat. C'est ça, Ouais. mais exactement. Il y a beaucoup de gens qui ont des chats, qui ont des soucis, qui se font réveiller très tôt le matin parce que l'activité du chat, c'est dans ses gènes. Eh bien, elle se fait quand les petites proies, elles sont de sortie. Donc, elles sont de sortie le soir et le matin. Donc, c'est pour ça que parfois, c'est incompatible le sommeil du chat avec le sommeil de l'humain. C'est un peu moins valable pour le chien. Alors, puisqu'on compare les deux sommeils humain et sommeil animal, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui dorment avec leur animal. 50% déclarés de gens qui dorment avec leur animal. Sincèrement, il y a beaucoup de menteurs. Parce que je pense qu'on est plutôt autour de 70% de gens qui dorment avec leur animal. On appelle ça le cododo, le co-sleeping. Alors, sur le lit, parfois dans le lit, parfois juste à côté du lit, mais vraiment, il y a cette notion de vouloir partager son espace de sommeil, La tanière. son espace de repos avec son animal. Alors, ça existait déjà il y a longtemps, hein. Il y a plein de tribus indigènes qui avaient leurs chiens qui dormaient avec eux. Bon, là, il y avait une volonté C'est pour chauffer. de se réchauffer, bien sûr. Nous, aujourd'hui, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on dort avec notre animal. Souvent, c'est parce que on les a un petit peu mal habitués, ils ne sont pas forcément super bien éduqués. Et donc, si on ferme la porte au nez du chien, il y a le chien qui va se mettre à gratter toute la nuit, à aboyer, etc. Donc, finalement, on achète la paix, on le fait dormir sur le lit, on est tranquille. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que nos animaux, très clairement, dans notre société aujourd'hui, c'est un peu une extension de nous-mêmes, il faut le dire. C'est un peu notre miroir, une extension. Et moi, sincèrement, mon extension de moi-même, elle ne dort pas à la cuisine, quoi. Toi, tu dors avec un chien, une chatte, Ah, un non. chien, enfin un chien, un chat. Non, j'ai pas d'animaux de compagnie. T'as pas d'animaux. J'ai pas- Vous dormez avec un chien, un chat Moi, je dors avec un chat. Je devrais pas le dire, mais je Qui a remplacé votre femme ou pas? le dis. Non. Non. Non, c'est pour, Il dort du coup sur ma femme ou sur ma tête, enfin toujours dans une mauvaise position. C'est hyper intéressant. C'est vrai qu'il nous réveille la nuit, mais quand même pour l'endormissement, je ne sais pas s'il y a des trucs, mais il y a un côté relaxant. En plus, il y a le ronronnement. Oui, donc c'est bon, hyper parce que c'est la intéressant. question que j'avais posée Oui. à Hélène. Finalement, les gens qui disent qu'ils dorment avec leur animal dorment mieux ou pas? Alors, eh bien oui, il y a des études qui ont montré qu'effectivement, quand on dort avec un animal de compagnie, on dort mieux. Alors, c'est des études déclaratives. Une étude qui a été faite aux États-Unis sur un panel de femmes, et on leur a demandé, est-ce que si vous dormez avec votre chien ou votre chat ou votre mari, est-ce que vous dormez mieux? Eh bien, la majorité d'entre elles disent que quand elles partagent leur lit avec leur chien ou leur chat, elles dorment clairement mieux que quand c'est avec leur mari. Parce que ils ronflent moins, peut-être, ils les embêtent moins. Ouais. Et ça apaise, ça apporte quand même une notion de cocon, de sécurité, voilà, qui est moins matérialisée. Ils ronflent moins. Et ils ronflent moins. On va passer Mais à 100% de co-sleeping. Il y a des chiens qui ronflent, oui. Bon, après, C'est Ça pour, ronfle quand même. c'est pour ça que mon mari n'a jamais voulu qu'on ait eu d'animaux. Je soupçonne. Ouais. Il est jaloux? qui J'interrogerai. ne prennent pas la place Oui, dans le lit. Il faut que je Il a peur l'interroge. d'être remplacé. Bon, il y a, C'est ça. juste pour terminer avec ça, il y a quand même un problème d'hygiène. Enfin, je veux dire, moi, les chiens qui reniflent le cul des autres dans la rue et qui vont dormir sur ton oreiller, Alors. Oui, ils se lèchent les machines. Vous savez pourquoi on dit que les chiens se lèchent les testicules? C'est parce qu'ils peuvent, eux. Vous voyez. Voilà. Donc, sur le Non, plan hygiénique, Sur le plan hygiénique, je ne vais pas te dire que c'est voilà, que le chien il arrive dépourvu de bactéries, dépourvu de virus ou quoi que ce soit. Maintenant, si notre chien est en bonne santé, si nous-mêmes on n'est pas immunodéprimés, si on n'est pas une femme enceinte, je pense qu'il n'y a aucun problème à dormir avec son chien. Et je te dirais même plus, je pense que j'ai plus de risques de dormir avec, on a plus de risques de dormir avec son conjoint s'il est malade qu'avec son chien s'il est malade, parce que, eh bien, il y a plus de transmission de contagiosité entre les germes au sein d'une même espèce qu'entre deux espèces différentes. Donc, voilà, on peut l'assumer si on veut tiens, dormir j'en avec son profite puisque nous sommes l'émission Dr Good l'hebdo pour parler de Dr Good Veto. Hein, qui est donc le nouveau magazine de toute la collection Dr Good, sur lequel vous avez tous les renseignements, tout ce que vient de vous dire Hélène sur le sommeil, mais plein d'autres informations pour tous les propriétaires de chiens, de chats, de tous les animaux possibles. Vous allez en kiosque, Dr Good Veto, notamment sur chat, chien et s'il était en surpoids, parce qu'il faut savoir qu'il peut y avoir une surcharge pondérale. Un animal sur 3 est en surpoids. Voilà, Obèse. c'est Dr Good Veto avec Hélène Gâteau. Merci Hélène. Alors, on va continuer avec vous, Pierre, pour parler de sommeil. Mais on va faire un état des lieux. Ce sera souvent le cas avec toi, Mouche, pour faire un état des lieux de la thématique du jour qui est le sommeil. Et puis, on va répondre au quiz de tout à l'heure. Tout à fait. Donc, effectivement, vous avez tous répondu moins de 7 heures de sommeil. Et ben, c'est tout à fait ça, puisqu'il y a une étude récente qui date de 2019 pardon, qui dit que les Français dorment en moyenne 6h32 par nuit.
6h32 par C'est pas nuit. beaucoup. Et c'est pas beaucoup parce que c'est quand même la première fois que les Français dorment moins de 7 heures par nuit de sommeil. Et il y en a même qui dorment moins de 6 heures. Voilà, il y en a même moins, il y en a qui dorment même moins que 6 heures parce qu'ils sont quand même 37% à peu près à dormir moins que 6 heures. Donc c'est quand même particulièrement inquiétant de se dire ça parce qu'on sait que ça a quand même des soucis au niveau de santé, hein, que ce soit le diabète, l'hypertension, les accidents vasculaires cérébraux. Tout ça, ça peut majorer une mauvaise qualité de sommeil, ça majore ces risques-là. Donc c'est Et quand puis même... pour l'humeur, notre Oui, pour l'humeur râleur. aussi, tout à fait. Ouais. Pour l'humeur aussi, ça a Ouais. été prouvé. Et comment on explique ça, en fait? Eh ben, on explique ça par plusieurs facteurs. L'Agence Santé publique France, qui publie l'étude, nous disait qu'il y avait plusieurs facteurs, notamment le travail de nuit, qui est assez majoritaire en France. Entre 1993 et 2010, donc en à peu près 20 ans, on est passé de 3,3 millions à 4,4 millions de travailleurs de nuit, ce qui est assez inquiétant, étant donné qu'on sait que chez les travailleurs de nuit, on a les travailleurs de nuit qui dorment 1 heure de moins par sommeil que les travailleurs de jour. Donc ça peut expliquer ça. On a aussi plein d'autres choses. Le fait que, par exemple, les écrans prennent une place dans notre vie assez importante. Les nuisances sonores qui sont importantes, surtout pour les citadins. Et aussi les trajets plus longs au travail qui nous poussent à grignoter un peu sur notre temps de sommeil. Voilà. Et enfin, un dernier facteur aussi où on sait que... coucou. On sait que... Le colonel s'est réveillé. Bien, mon colonel. Bien, oui. Voilà. Bien. On sait qu'avec le tabac, il y a beaucoup de personnes qui fument, qui sont victimes de somnolence et qui sont courts dormeurs. Ça s'est prouvé aussi. Et ça, c'est dans le monde entier. C'est dans le monde entier. Les études montrent que partout dans le monde, que ce soit au Brésil, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine, c'est partout le cas. La dette de sommeil augmente et on est de plus en plus courts dormeurs. Donc, c'est des chiffres qui sont pas très, très rassurants par rapport à notre sommeil. Et alors, le fait qu'on dorme moins, lié à toutes les raisons soulignées par Mouche, est-ce que c'est si inquiétant que ça finalement, ou est-ce que c'est l'adaptation de l'humain qui fait qu'on dormira moins parce qu'on a moins besoin de dormir? Et non, c'est pas qu'on s'adapte, c'est malheureusement, effectivement, en plus de tous les facteurs énoncés, il y a vraiment socialement cette espèce d'ambiance de performeur où on est bon, on est fort si on dort moins, on arrive à réduire son temps de sommeil. Et d'ailleurs, cette promotion est faite à tous les niveaux, même au niveau politique. On voit notre président de la République qui revendique le fait de dormir peu et d'être hyperactif. Donc c'est associé à des choses très positives et les conséquences, notre équipe elle a montré par exemple que ça augmente tous les risques de troubles psychiatriques et addictologiques. On a parlé de dépression, on a parlé de troubles anxieux, on a parlé de troubles addictifs, mais aussi de troubles plus graves comme de troubles psychotiques par exemple. Donc ça augmente tous les facteurs de risque, ça augmente aussi les cancers, c'est vrai qu'on en parle souvent. On a parlé de l'obésité pour les animaux, et vous savez que le fait de dormir, ça fait maigrir, paradoxalement. Donc quand on est en privation de sommeil, ça fait grossir, on absorbe différemment, et puis en plus on a davantage envie de grignoter. D'ailleurs, c'est un vrai problème. Ouais. Juste, il y a une expression qui dit « qui dort dîne », et donc on a l'impression que quand on dort, on va grossir. C'était ça un peu l'expression, alors que c'est l'inverse. Vas-y. Petite enquête sur les internets. Est-ce que vous savez d'où vient cette expression qui dort dîne? Oui. C'est vrai? Ouais. Vas-y, raconte. Et spécialiste en fait. Faut pas que je me plante. C'est qu'à l'époque des auberges, Absolument. on disait qu'on ne pouvait dormir que si on dînait. D'accord. Exact. C'était une sorte de demi-pension, et que c'est pour ça qu'on disait qui dort ici, dîne ici. D'accord. Voilà. Et on en profite. Pourquoi on dit t'as un nom à coucher dehors? Ah, putain, ça tu vas me l'apprendre alors. C'est pas même époque, aubergiste. À l'époque, il n'y avait pas de réception. Les gens arrivaient, tu devais crier ton nom, et si ton nom leur faisait pas confiance, on te disait ton nom est à coucher dehors, et tu restais dehors. C'est un jugement. Carrément. Une ségrégation. Ouais, c'est horrible. J'en ai appris des trucs sur Internet. Ah bah, c'est bien. Bah, tu Voilà, nous en c'est la diras petite d'autres. parenthèse d'Internet. Tu nous en diras d'autres Mais tout du à coup, l'heure. je crois que c'est faux. Qui dordine. Qui dordine, oui, absolument, Oui, c'est faux. Et ce que tu disais, Pierre, aussi, ça c'est vachement important, c'est que finalement, on voit qu'au fil des décennies, cette tendance à dormir moins s'aggrave. Donc on ne sait pas jusqu'à où ça va, et je pense qu'il y a une vraie politique de prévention à faire et de communication à faire autour de ça. D'ailleurs, si je peux ajouter quelque chose que je n'ai pas dit, mais comme vous dites exactement, ça fait, dans 50 ans, on a perdu 1h30 de sommeil. 50 ans. Ah ouais.
Donc c'est Ah ouais. quand même, Et elle n'est pas rattrapée la journée, il n'y a pas un phénomène de sieste qui se met plus en place ou non, c'est... Il y a des siestes qui se mettent en place. Ça aussi montre que certains Français prennent des siestes, mais le souci c'est que avec le rythme qu'on a, où de plus en plus on est dans le travail, on est toujours dans la productivité, cette sieste on ne la prend pas forcément, malheureusement. Et il faudrait Alors, pourtant la prendre. Peut-être le week-end. On va reparler des siestes. Il y en a qui font des micro-siestes, siestes flash, etc. Et puis on va voir si c'est pas ça qui perturbe aussi finalement le sommeil quand elles sont trop importantes. Juste une question, quand on a des troubles du sommeil, aujourd'hui, quels qu'ils soient, de l'insomnie, des troubles de l'endormissement, des réveils trop précoces, est-ce qu'on passe par le médecin généraliste, par le médecin traitant, bien évidemment, mais si après on veut voir un somnologue, un spécialiste du sommeil, il n'y a pas énormément de services en France qui permettent d'étudier correctement le sommeil des gens qui souffrent. Non, effectivement, je pense que c'était vraiment le médecin généraliste, c'est vraiment la personne à aller voir d'abord parce qu'il y a tout un bilan à faire sur quelles sont les causes possibles de ce sommeil. Il n'y a pas nécessairement toujours besoin d'enregistrer le sommeil parce que les gens tout de suite pensent à La polysomnographie. l'examen qu'on appelle la polysomnographie, qui est un enregistrement de l'activité cérébrale au cours du sommeil avec une vidéo. Donc voilà, et puis ça permet aussi de capter des paramètres ventilatoires, donc tout simplement pour voir si les gens font des apnées ou pas. Mais cet examen, il est indiqué que dans certaines situations. Donc l'extrême majorité des patients seront suffisamment bien orientés et traités en allant voir leur médecin traitant. Et si besoin, seront orientés vers ces centres du sommeil. Et effectivement, il n'y en a que quelques-uns en France. Alors, on parle souvent de rythme, veille, sommeil. En fait, l'une des grosses problématiques aujourd'hui, et tu l'as cité avec les écrans, c'est qu'on est complètement perturbé parce que finalement, à force d'être excité par cette fameuse lumière qui vient des écrans, la lumière bleue, notre cerveau, il ne sait plus où il en est, quoi. Ouais. Normalement, on a un rythme. Alors, on ne vit pas à l'époque de Cro-Magnon où c'est en fonction du coucher du soleil qu'il fallait, etc. Mais on a quand même une petite glande au milieu du cerveau, la glande pinéale, qui est là, alerté par la lumière qui arrive sur la rétine pour nous dire il faut aller se coucher ou pas aller se coucher. Mais aujourd'hui, bien évidemment, avec toutes les lumières artificielles et la vie qu'on a, y compris nocturne, ça a complètement bouleversé nos rythmes. Non, c'est très très juste. En fait, il faut savoir que dans l'organisme, tout est chronobiologique, tout est une petite horloge. En fait, tout fonctionne sur 24 heures, nos rythmes alimentaires. On va sécréter des enzymes pour digérer nos bols alimentaires à des horaires précis. Si on voyage, on voit que ça va se décaler. Il y a certaines personnes qui sont plus concentrées le matin, d'autres c'est plus l'après-midi. Ça, pareil, il y a des rythmes. Notre système immunitaire, on en a beaucoup parlé pendant le Covid, mais aussi suit tout ça. Et puis, le fait d'être éveillé ou le fait de dormir suit aussi des rythmes. Et ces rythmes, veille-sommeil, du coup, le fait de dormir, se synchronisent grâce à des synchroniseurs finalement extérieurs. Le lumière, c'est le principal synchroniseur du corps humain, donc il est très très important, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Malheureusement, comme on ne vit plus dehors, on se désynchronise parce qu'on a de la lumière n'importe quand, avec des intensités très très variables, des fois très fortes à des mauvais moments de la journée. Donc ça, c'est très perturbateur pour le corps qui perd du coup ses repères habituels. Mais il y a aussi les rythmes alimentaires qui vont synchroniser, il y a aussi l'activité physique, il y a aussi les rythmes sociaux, le fait d'échanger. Si par exemple le soir, et on le sait bien, on reçoit des amis, c'est hyper sympathique, etc. On est assez agité, on a beaucoup communiqué. Ça va être beaucoup plus difficile d'aller s'endormir parce qu'on a eu ce synchroniseur d'éveil, finalement, juste avant de s'endormir. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai dit mes nuits dépendent, mon sommeil dépend de ce que j'ai fait le soir, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que on a bien compris que c'était... Non, je ne voudrais pas qu'il y ait une confusion avec le sens, l'intention de ma phrase. Une camomille ou un verre de vin blanc, ma nuit, elle sera différente. D'accord. Donc voilà, c'est en ça que... Très bien, nous l'avons bien compris, Hélène. Merci pour cette précision. On compare souvent le sommeil à un train qu'il ne faut pas rater. Alors, on a tous probablement une heure à laquelle on sait que si on va se coucher à ce moment-là parce qu'on est calme, qu'on n'a rien à faire de spécial, on va s'endormir en 5 secondes. Et que si on laisse passer le train, il va falloir attendre le cycle suivant. C'est vrai ou pas ? C'est faux et c'est vrai. En fait, c'est vrai dans le sens où il y a des fenêtres de sommeil comme ça, où on a une proportion à s'endormir qui est plus facile. Et on le sent, on est fatigué, on commence à bâiller, à avoir un peu froid. Voilà. Donc c'est une fenêtre qui est favorable à l'endormissement. Par contre, c'est faux, et ça angoisse beaucoup les gens qui ont un trouble d'insomnie. Ils se disent, mince, si je rate le premier sommeil du début de nuit, c'est celui qui est le plus important, c'est hyper grave, etc. C'est faux, c'est-à-dire que le premier cycle de sommeil qu'on va faire, ça sera toujours celui qui sera le plus récupérateur, où on va le plus récupérer. Donc il faut aussi dédramatiser ce truc. Si on rate son premier train, c'est pas très grave. Le premier vrai train qu'on fera, ça sera ce cycle de sommeil qui sera le plus récupérateur, et il faut se détendre un peu avec ça, quoi.
Zach, tu es allé faire un tour pendant tes insomnies sur Internet pour voir. Très bien. Pour voir. T'as vu la transition? Mais- Bon, c'est un métier. Peu de Dieu. Tu es allé voir un peu ce qui se racontait. Alors, à chaque fois, tu vas aller faire un tour, les fake news, les vraies infos, les idées reçues, les remèdes à la mort moelle comme on dit. Donc, vas-y, raconte-nous un peu ce que tu as trouvé. Bon, du coup, effectivement, bien dormir, s'endormir, trouver le sommeil, se reposer, fenêtre de sommeil, je crois que c'est le cauchemar de tous les Français. Moi, le premier. Typiquement, j'angoisse parce que j'ai raté ma fenêtre, du coup, je ne dors pas, etc. etc. J'ai répertorié le top des troubles du sommeil chez les Français. Donc, il y en a un que je ne connaissais pas, vous pouvez me dire. Donc, l'insomnie, les troubles du rythme de sommeil, le syndrome des jambes sans repos. Vous connaissiez ça? Ouais. Bien évidemment. Personne Non, ne non. peut dire. Il fait son intéressant. Alors, Bah, attends, super. Il y a le docteur, alors du coup. Bah, attends, Eh ben moi, je ne savais pas, monsieur. Voilà. Désolé. attends, on va lui demander tout de suite. Mais Attends, voilà, je fais une petite pause. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome? Alors, le syndrome des jambes sans repos, contrairement à ce qu'on pense, c'est une pathologie du jour et pas de la nuit. Sinon, c'est mouvement périodique du sommeil, mouvement périodique des jambes. Et donc, c'est le fait de bouger, d'avoir des flexions des jambes comme ça, mais la nuit, de manière importante et fréquente. Syndrome des jambes sans repos, c'est au moment où on va se coucher, c'est le soir. Le fait d'être dans une position allongée, eh ben, on va avoir une sorte d'impatience dans les jambes, avec une envie vraiment de bouger ses jambes. C'est douloureux, c'est très, très désagréable. Et donc, les gens soulagent ces douleurs-là en marchant, en fait, par l'activité. Ouais, ils sont obligés de se. Bah ouais, c'est bon. Ils sont obligés de se lever la nuit pour marcher, donc ça réveille le voisin, le conjoint aussi. C'est l'enfer. Ok. Je voyais, il vérifiait. Non, mais je regarde, c'est bien, je check, on le garde. Non, mais c'est le principe. C'est nous qui choisissons les invités, mais lui il veut vérifier qu'il y a une véritable expertise. Voilà. Et le vin blanc dont on a parlé, et le vin particulièrement qui donne ce syndrome des jambes sans repos, possiblement parmi tous les vins. Ça. T'as plus de un vin blanc. qui est Alors c'est plus pas une arrêté. légende parce que Non. moi j'ai l'impression que quand je bois du vin blanc, j'ai du mal à dormir. Non pas que j'ai les jambes qui bougent, mais j'ai l'impression que ça m'empêche de bien dormir. Un petit peu, ouais. Qu'est-ce qui se passe dans le vin? Alors si c'est les jambes, c'est le syndrome des jambes sans repos. Si c'est pas cette impatience dans les jambes, le vin aussi, l'alcool inhibe la sécrétion de mélatonine de la glande pinéale dont vous avez parlé juste tout à l'heure. Ouais, bah, avec le rouge, je dors bizarre. Ah non, on dort mal. Le rouge, ça casse. Hein. Ça sédate, mais on dort mal. Ah ouais? Oui, ouais, ouais. Puis t'as la bouche pâteuse et t'as envie de boire de l'eau. Tu travailles avec le casque à regrettes. pointe à l'intérieur. Ah. Ah, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu as trouvé d'autre? Oui, donc il en manque un. C'était dans le top. Il y a aussi l'apnée du sommeil, sans parler des ronflements, des grincements de dents. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ça. Le bruxisme, ça s'appelle. Bruxisme. Ouais. Ah, je vais le rajouter. C'est les gens, avec un X pour le scrap, c'est bon. C'est les gens en fait qui ont des contractions de la mâchoire et qui ils finissent par s'user les dents. Ouais. Horrible. C'est terrible. Hein. Et d'abord, ça fait mal ici. Et ils finissent par s'user les dents rien qu'en faisant ça. Alors, pour le voisin, je ne te raconte pas le bonheur. Et moins négligeable quand même, on n'en parle pas assez, c'est la paralysie du sommeil et l'hypersomnie. J'ai presque cru que j'étais à un moment donné hypersomniaque, on Ouais. dit. J'aimerais bien être hypersomniaque, je crois. Parfois. Oula, c'est Bah pas. non, mais j'aimerais bien dormir plus que ce que je dors, quoi. Alors, il y a deux choses importantes enfin, tout est important Bien dans ce que tu as dit, Zach, bien évidemment. Mais deux choses importantes. Alors, cette hypersomnie, parce qu'il y a deux types d'hypersomnie. Hein. Il y a des gens qui sont hypersomniaques, c'est-à-dire qui ont besoin de beaucoup de sommeil. Et on va reparler des courts et des longs dormeurs. Et puis, il y a ceux qui sont touchés par la narcolepsie, qui est une maladie qui fait que les gens s'endorment à n'importe quel moment. Et ça, c'est un véritable handicap pour lequel il y a des traitements, mais c'est quand même quelque chose d'assez rare. Et puis, il y a l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, c'est quelque chose de très important. Autrement dit, c'est un arrêt respiratoire pendant qu'on dort. En général, le conjoint s'en rend compte parce que, heureusement qu'on a les phénomènes de sécurité qui font qu'à un moment, on arrête d'être en arrêt. Donc, comme ça, on va reprendre sa respiration en s'asseyant sur le lit de façon très bruyante. L'autisme demande ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'on s'aperçoit que les gens ont des apnées. Et ça, c'est dangereux pour la santé. Absolument. Ça augmente surtout il y a un risque de mortalité cardiovasculaire qui est en fait très importante. Il y a quasiment toutes les maladies, malheureusement, qui sont favorisées par ces apnées. C'est une cause de résistance à de nombreux traitements aussi, par exemple pour la dépression ou pour autres. Et comme vous le disiez, c'est le pharynx, en fait. C'est une pathologie du pharynx, donc une partie au niveau des voies supérieures, qui se referme et se collapse complètement. La première étape, c'est le ronflement. Donc les ronflements très sonores, c'est un symptôme important d'apnée. Et puis, cette impression de s'étouffer au cours de la nuit.
J'aime bien quand vous dites, comme vous l'avez dit, parce que je ne l'avais pas dit. Mais vous êtes tellement persuadé que je sais tout, que finalement, vous dites, il l'a sûrement dit. Alors, je ne l'ai pas entendu le dire, hein, mais il l'a sûrement dit. Alors, comme vous auriez pu le dire. Hein, voilà. Bon, cela dit, pour les gens qui ont des apnées du sommeil, d'abord, il faut faire l'enregistrement dont on parlait tout à l'heure pour vérifier à l'hôpital, effectivement, qu'on fait des apnées. Et puis, il faut se traiter, notamment. Un des traitements, c'est un masque qu'on pose sur le nez pour augmenter la pression et forcer le passage de ce pharynx dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. C'est plus chez les hommes que chez les femmes quand même, non, l'apnée du sommeil? Il y a beaucoup de... Oui, alors c'est vrai, parce que les caractéristiques qu'on appelle morphométriques, donc c'est la manière dont on est fait avec des coups larges ou l'obésité, c'est un peu plus chez les hommes, mais il y a quand même beaucoup de femmes, en fait, justement, qui ne sont pas diagnostiquées, parce qu'on recherche ça surtout chez les hommes. Mais non, il y a un certain nombre de femmes. C'est une pathologie qui est vraiment très, très fréquente, 10-20% en fonction de l'âge. En vieillissant, on a un risque qui est augmenté. Et puis, ce qu'il faut dire sur ce traitement aussi avec le masque, c'est que beaucoup se disent, mince, c'est terrible, je vais avoir une machine qui va prendre de la place, qui va faire du bruit, ça va être compliqué. En fait, ça se passe souvent très bien. C'est la première semaine qui est un peu compliquée parce que c'est pas facile d'avoir de l'air qui arrive au niveau de ses voies respiratoires. Mais après, une fois que c'est bien toléré, une fois que c'est mis en place, les gens ont du mal à s'en séparer. Au contraire, parce qu'ils dorment à nouveau bien, ils ont des nuits qui sont très, très rafraîchissantes et ils ne veulent plus se séparer de leur machine. Voilà. Et maintenant, on fait des machines toutes petites, peu sonores. Enfin. Et alors, à moins que je me trompe, mais un des signes de justement ce qu'on appelle le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, justement c'est le terme, l'hypertension est un signe. C'est-à-dire que quand on va chez le médecin généraliste, vous avez de la tension, vous êtes plutôt obèse et tout ça, c'est quelque chose qu'on va rechercher beaucoup plus facilement. Absolument. Il y a ça, et puis il y a d'autres symptômes que vous pouvez avoir le matin. C'est-à-dire que si vous avez mal à la tête le matin, que vous êtes somnolent dans la journée, ça peut être effectivement, vous n'avez pas l'impression finalement d'avoir eu une nuit réparatrice. Il y a aussi, avant que je te repasse la parole, Zach, pour nous parler des remèdes que tu as trouvés, il y a des trucs assez rigolos. Sinon, est-ce qu'on a des gens qui n'ont pas besoin de beaucoup de sommeil, des petits dormeurs, des grands dormeurs, alors ce qu'on appelle des courts dormeurs et des longs dormeurs. Ouais. On n'est pas tous égaux face à la quantité de sommeil nécessaire pour être reposé. Effectivement, on n'est pas tous égaux. En fait, il y a très très peu de petits dormeurs, de vrais petits dormeurs. Il y a beaucoup de gens qui sont tolérants à la privation de sommeil, donc qui peuvent se mettre en privation de sommeil plusieurs jours de suite et puis être quand même bien vigilants, être en forme en journée. Les petits dormeurs, c'est vraiment quelque chose assez constitutif. C'est pas juste, quoi. Il y en a qui... C'est vrai qu'on aimerait tous, en fait, être petits dormeurs. Ça permet de gagner plein d'heures dans la journée, plein de choses à faire. Mais vraiment, c'est des gens qui commencent dans l'enfance, souvent au niveau de l'adolescence, qui, avec 4-5 heures de sommeil, sont bien et depuis toujours sont comme ça. Les petits dormeurs qui apparaissent à la vie adulte parce que le contexte professionnel fait qu'ils doivent moins dormir et qui se déclarent petits dormeurs, c'est en général souvent de la privation de sommeil bien tolérée. Voilà. Mais donc, bien tolérée sur le plan de la vigilance, mais quand même, on a toutes les conséquences dont on a parlé juste avant, cancer, cardiovasculaire. C'est à partir de combien qu'on estime que quelqu'un est petit dormeur? En général, on dit vers 5-6 heures. Quoi. C'est le début de petit dormeur. Et long dormeur, c'est à partir de plus de 9 heures, 10 heures. Voilà. Donc 8 heures, c'est la bonne, 8 heures, c'est la bonne durée. Ouais, Hélène voudrait se rassurer. Tu dors 8 heures, c'est ça? Ah, moi, il me faut 8 heures. Voilà. Ouais. Il te faut 8 heures. Moins de 8 heures, tu peux, t'es mal. Ouais. Et toi? Moi, j'aime bien 8 heures aussi, c'est vrai. Et Emmanuel? Moi, minimum 7, 8, c'est bien. Moi, j'ai tout ce qu'il ne faut pas, en fait. Moi, il faut que je dorme minimum 9 heures, mais je dors jamais 9 heures, je dors 5 heures, 6 heures, donc je fais des privations de sommeil que je tolère jusqu'à un certain point. Donc, c'est le pire. Moi, j'ai besoin de 6 heures de sommeil maximum. Alors, je ne sais pas si je suis considéré comme petit dormeur, mais en revanche, coucher tôt. C'est-à-dire que je peux me lever à 5 heures du mat', si je me suis couché à 23 heures, sans aucun problème. Mais je me réveille sans réveil. Hein. T'es un bonnet de nuit le soir, faut que tu... Un bonnet de nuit. Non, mais... ouais. Avec un pyjama en pilou-pilou aussi. Non, mais... Et puis des petits chaussons. Il faut que tu te couches C'est une mauvaise idée de moi. Je ne sais pas ce que tu mets comme étiquette, Emmanuel, mais un bonnet de nuit. Non, mais j'ai pas besoin. J'ai l'impression de pas. Et je ne récupère pas. C'est pas une dette de sommeil que j'ai pas besoin de récupérer le week-end en dormant 9 heures. Okay. C'est toute la semaine, week-end compris, sans réveil, etc. Et je n'ai pas l'impression d'être fatigué. Non, mais je pense qu'on peut vous conseiller comme un petit dormeur, effectivement. Et les gens qui dorment 6 heures, c'est quand même assez rare. Hein. En étant bien, sans avoir besoin de récupérer, etc. Alors, on ne récupère pas vraiment le week-end, enfin tout ça. Alors, sieste flash.
Ça, oui. Ouais. Ah. Et vous parliez tout à l'heure du président de la République, Emmanuel Macron, qui disait qu'il dormait peu. En revanche, il fait des siestes régulièrement. Il monte dans sa voiture, il peut s'endormir immédiatement pendant quelques minutes. Ouais. Et ça, c'est une chance inouïe. Alors moi, j'ai la chance... Je préfère une émission sur moi. Alors, je sais que ça vous intéresse, chers les internautes. Alors, sachez que d'abord, je suis un petit dormeur et en même temps, j'ai la grande chance de faire des siestes flash. Oui, je m'allonge, je regarde ma montre et en quelques minutes, j'ai complètement récupéré. Voilà. Docteur Je crois qu'on va Simès s'arrêter. Ouais. C'est Docteur God. En fait, c'est Docteur Simès, Docteur God. Alors là, je vais avoir besoin de psychiatre pour le lapsus. Appelez-moi God Michel. Docteur Voilà, God Michel. Bah God ouais. Michel, c'est bien. hein. God Michou. Voilà. Ah Bon, oui. alors, on en était où? Oui, la sieste, Pierre. La sieste, alors. Donc, micro-sieste, sieste flash. Souvent, quand on s'endort aussi vite, quand même, c'est souvent qu'il y a un peu de privation. Et d'ailleurs, qu'on ressente le besoin, probablement si effectivement, je ne vais pas commencer à faire des diagnostics sur le président de la République, je pense que ça va mal se passer, mais c'est souvent pour récupérer un peu de vigilance. Parce que, alors, ce qu'on dit, c'est que plus de 20 minutes, on rentre dans ce sommeil lent profond dont on parlait tout à l'heure. On évite, parce qu'une fois qu'on est rentré dans ces stades de sommeil lent profond, on a beaucoup de mal à se réveiller, c'est des réveils désagréables, on a une sorte d'ivresse de sommeil, bref, on perd en concentration, on perd en vigilance. Donc il faut être plus court, l'idéal, les études montrent que c'est 10 minutes. Dès 15 minutes, on perd, moins de 5 minutes, on n'a pas assez récupéré. Donc 10 minutes, vraiment chronométré au moment, c'est pas forcément toujours évident, mais 10 minutes permet de récupérer en concentration et en éveil. Voilà, donc c'est ça une Mais sieste. moi, je fais entre 7 et 10. Wow. Mais il faut être capable de s'endormir tout de suite. Mais c'est ça, Ouais, parce que oui, c'est mais ça, infaisable. du Tu coup, ouais, c'est pas t'allonges. possible. Le Non, temps c'est pas de- j'arrive pas Ah, du ça tout. doit se travailler. Alors, je pense qu'on Impossible. peut s'entraîner, Ouais. mais surtout, si je peux te donner un truc, moi, si je suis obligé de regarder ma montre au moment où je ferme les yeux, je regarde la montre parce que quand je vais me réveiller 7 ou 10 minutes plus tard, c'est vraiment précis, hein, c'est entre 7 et 10, il faut tout de suite que je regarde ma montre pour être sûr d'avoir dormi, enfin d'avoir eu un sommeil léger. Parce que si je n'ai pas regardé ma montre avant, je ne sais pas. On ne part pas Oui. dans un sommeil profond. Donc on n'est pas vraiment complètement parti. On ne sait pas si on a plongé ou si on n'a pas plongé. Et quand tu restes pendant 10 minutes à rien faire en te disant pourvu que ça vienne, tu t'en rends compte du temps qui passe. Quand tu t'es endormi, tu ne te rends pas compte Ouais. du temps qui est passé. Et finalement, je me réveille, je regarde ma montre, je me dis OK, les 10 minutes sont passées, c'est que j'ai dormi. Donc il faut vraiment, il y a une sorte de rituel, quoi. Ok. Cet homme est une machine. Mais oui, non, C'est mais vrai. c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et alors justement, Oui. alors on a eu Docteur God l'hebdo, j'en profite Docteur Mouche l'hebdo. Juste, moi, je voulais savoir, moi, je fais pas de flash sieste, je fais rien. Par contre, moi le week-end, je dors jusqu'à midi. Quelle est la bonne chose à faire? Vaut mieux faire des siestes régulières ou rattraper sa dette de sommeil qu'on a eu pendant toute la semaine? Alors, c'est pas simple. Alors, je réponds tout de suite, mais juste pour tout à l'heure, c'est souvent, en fait, on a l'impression qu'on ne se repose pas ou que effectivement, c'est un sommeil un peu plus superficiel, moins profond et que donc on peut se réveiller en regardant sa montre, etc. C'est vrai que, et ça, c'est un message qui est important à dire pour les gens notamment qui ont des troubles liés à l'insomnie, quand on ferme les yeux et qu'on se repose, même 10 minutes, on récupère quand même. Et au niveau des tracés qu'on peut enregistrer, on voit un ralentissement de ce tracé-là. Donc il y a quand même une récupération qui se fait, même si on a l'impression de ne pas avoir lâché complètement prise. Et pour le week-end, souvent ce qui se passe, c'est qu'en se levant à midi, en fait, on va avoir la sensation d'avoir bien dormi, d'avoir récupéré toutes ces heures. L'éveil, souvent le dimanche après-midi, n'est pas terrible parce qu'on est décalé, parce que voilà. Et ce qui est sûr, par contre, c'est que le dimanche soir, on va avoir énormément de mal à se coucher. Pourquoi? Parce qu'on a une C'est la vie. pression de sommeil C'est la vie. qui est hyper basse. Et pour bien dormir, pour se coucher, il faut une bonne pression de sommeil et nos cycles biologiques qui nous disent qu'il faut aller dormir. Et donc, le dimanche soir, vos cycles ne se sont pas décalés encore, puisqu'il n'y a eu qu'une nuit. Par contre, vous n'avez pas de pression de sommeil. Et c'est souvent ce qui se passe le dimanche soir. On a, vous savez, cette espèce de blues du dimanche soir, on n'est pas bien, et on associe ça à la semaine qui va recommencer ou le week-end qui était sympa. Mais c'est souvent plutôt, en fait, un trouble plutôt, d'ailleurs, chronobiologique, où, en fait, on n'a pas suffisamment de bonne pression de sommeil. Le risque, c'est que, du coup, on se couche plus tard le dimanche soir, parce qu'on n'a pas cette pression de sommeil.
Donc, le lundi matin, ça va faire mal parce qu'on va devoir se laver pour aller en stage, etc. Voilà. Et puis, on va se décaler comme ça et on risque finalement d'être en privation de sommeil pour tout le reste de la semaine. Le week-end, du coup, on va essayer de récupérer parce qu'on était sur les rotules toute la semaine. Et finalement, malheureusement, on rentre dans un espèce de cercle vicieux. Nous, médecins, on passe du blues du dimanche soir à la blues du lundi matin. Hein, on est d'accord. C'était une boutade. Alors, on est un peu à la bourre, Zach, pardon. Je vais aller très juste, vite. cite-nous 4-5 trucs Oui, rapidement que tu as alors, trouvé. du coup, Pierre, ça tombe bien que vous soyez là. J'ai fait un petit compilé des 5 clichés, disons, que j'ai trouvé pour réussir à s'endormir. Je vous dis, vous me dites oui, non directement, ok? Ok. Boire du lait chaud avant de dormir. Non. Dormir tous les jours à la même heure. Oui. Manger léger le soir. Oui. Faire des siestes de 21 minutes. Non. Se masturber. Oui. Ok. La dernière. Nous c'est ça que retiendrons t'as donc D'accord. boire du lait chaud ne sert à rien. Voilà. Et tu bois du lait chaud? Tu buvais du lait chaud. Je ne sais pas si tu n'as pas dit un mot qui l'a choqué. Alors, je ne sais pas si c'est manger léger. Manger Ah, c'est ça. Manger léger, voilà. Pierre, avant qu'on se quitte, quelques conseils pour ceux qui ont des troubles du sommeil. Voilà, des conseils peut-être alimentaires, des fautes à ne pas commettre, des erreurs à ne pas commettre, voilà, qui consulter et puis éviter les somnifères. Quoi, Ouais. Le plus important, justement, c'est le lever, en fait. C'est vraiment de fixer son lever. Et comme il y a un besoin de sommeil dont on a déjà parlé, en fait, le coucher va se caler sur son lever. Maximum se décaler de 1h30 le week-end, pas plus. Essayer d'avoir une régularité dans ses rythmes. Donc, pour les rythmes alimentaires, c'est aussi vrai. Essayer de ne pas grignoter pour plein d'autres raisons, d'ailleurs, pour ne pas grossir, etc. Mais aussi pour le sommeil, en fait. Parce que comme ça, on synchronise son horloge. C'est vraiment les deux choses essentielles. Et la troisième chose que je dirais qu'il faudrait peut-être retenir, c'est le fait d'utiliser son lit, ce qu'on disait au début d'émission, hop, comme ça je boucle, pour dormir ou pour les rapports sexuels ou pour rien d'autre. Parce qu'il y a un vrai conditionnement. On associe le lit au sommeil. Vous savez, les enfants, vous les mettez au lit, ils pleurent parce qu'ils savent que la journée est finie et qu'ils vont du coup dormir. Il y en a qui, dans le train, dès que ça roule, hop, ils dorment. Il faut essayer de récupérer ça, que le lit soit associé au sommeil. Voilà. Donc si on ne dort pas dans le lit, si on a une insomnie, on sort du lit. Et on évite les écrans, un grand fléau aujourd'hui, des jeunes, des ados, mais pas seulement, même des adultes. Voilà. Ouais. Alors, tout à fait. Donc les écrans, surtout les tablettes ou autres, parce qu'il y a cette lumière bleue qui inhibe votre sécrétion de mélatonine, et donc c'est cette hormone du sommeil qui favorise votre sommeil. Après, attention, parce que pendant très longtemps, les médecins du sommeil ont dit la télé, pas de télé avant de s'endormir, etc. Et puis il y a une grosse étude qui vient de sortir qui montre que la télé, en fait, permet de s'endormir. Mais oui, parce que chez certains, en fait, ça aide à lâcher prise. Et la télé est souvent à une distance assez longue. Et donc, l'intensité perçue par la rétine est faible et moins importante. Et donc, c'est un peu moins gênant. Donc, il ne faut pas forcément complètement diaboliser, ou en tout cas, mettre des filtres à lumière bleue sur les tablettes ou les smartphones. Et lire, c'est bien lire. Moi, Oui, mais c'est faire autre chose alors dans le lit que de lire, que de dormir alors, ou d'avoir des rapports sexuels oui, dans ces cas-là. On peut lire en ayant des rapports sexuels. Je veux dire, il y a quand même. Non, mais c'est vrai. Non, mais lire, ça fait des mouvements des yeux allongés, etc. Ça peut. Ça dépend si c'est. Alors, ça dépend des gens. Voyez. Donc, il y a quelqu'un qui utilise ici le livre comme rituel d'endormissement ou comme rituel sexuel. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui utilise la lecture. Il y en a pour qui la lecture, c'est vraiment hyper éveillant, quoi. Ça vient réveiller. Ça dépend ce qu'on lit aussi. Voilà. Donc, ça dépend. Si c'est un rituel de sommeil, c'est bien. Si c'est pas un rituel. Moi, ce qui est terrible, c'est quand je lis, je m'endors tellement vite qu'il faut que je reprenne 3 pages avant. Alors, au bout d'un moment dans le livre, ça va, mais quand c'est au début, je ne peux pas revenir sans arrêt sur la préface. Donc, je suis obligé de commencer les bouquins pratiquement au milieu pour avoir 3 pages de retour. Le truc est un peu tard. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Zach. Merci, Hélène. Merci, Emmanuel. Et merci, Mouche. Alors, on va retrouver des gens de la team, de la bande de Dr Good la semaine prochaine. Je vous rappelle que c'est l'hebdo, donc c'est toutes les semaines. On a une grande équipe dans laquelle on ira puiser des experts, des talents, comme on dit sur le web, pour vous parler dans leur domaine. Et on changera bien sûr de thématique avec toutes les semaines un invité différent. Donc peut-être que 1, 2, 3, peut-être 4 d'entre vous seront là la semaine prochaine. Il y a une sorte de tirage au sort. Nous verrons ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci Pierre de nous avoir apporté votre expertise et on compte sur vous la semaine prochaine. Ciao.